Ce mois-ci à Parlons Ancêtres, on conclut Patriotes et clans familiaux avec Réal Hood. André-Carl Vachon nous explique le fascinant parcours d'Acadiens en Martinique et tout plein d'autres petits sujets dans le monde de la généalogie. Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va bien, merci. J'espère que tout le monde à la maison, ça va bien. Toi, Eric, ça va? Oui, ça va super bien. Alors, d'entrée de jeu, comme que je vous mentionne au début de chaque émission, si vous êtes un passionné d'histoire, conférencier, auteur, ou tout simplement ça vous tente de venir nous raconter l'histoire de vos ancêtres, eh bien, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Notre adresse courriel est en commentaire. Sinon, eh bien, sachez aussi que certaines de nos émissions de Parlons Ancêtres sont disponibles en mode audio là, sur toutes les plateformes. Là, ça peut être Balado Québec, Spotify, iTunes, etc. Alors, ce mois-ci, on poursuit avec les ancêtres de Camden Martin qui va nous parler d'Octave Garin et Marguerite Beauchesne. Oui, on va aussi terminer les Patriotes et les clans familiaux là, avec Réal Hood. Mais pour commencer, eh bien, le mois passé, André-Carl Vachon nous a parlé de la déportation des Acadiens. Cette fois-ci, il nous parle du parcours en particulier qui va amener des Acadiens en Martinique qu'on vous présente à l'instant. Au niveau de la destination, là, comment c'était organisé, qui décidait qui s'en va où? Alors, il y avait le qui est une bonne question, mais le comment est une autre réponse. C'est-à-dire que il y avait des terminés qui envoyaient à peu près 1000 personnes à 1500 personnes par colonie. Et comme ce sont des sujets britanniques, la règle à ce moment-là, c'est on envoie les citoyens donc à son roi. Alors, ils sont sujets britanniques, ils sont donc envoyés en Nouvelle-Angleterre. C'est-à-dire du Massachusetts jusqu'en Georgie. Puis on s'entend qu'aujourd'hui, effectivement, le Sud ne s'appelle plus Nouvelle-Angleterre, mais dans ce temps-là, on disait tout ça, c'est la Oh. Nouvelle-Angleterre. Aujourd'hui, si on dit Nouvelle-Angleterre, on dit non, 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 c'est tout près, là, mais bref. Ouais, et la Nouvelle-France aussi, c'est pas le territoire du Québec. Puis, Ben, c'est ça, le là. Nouveau-Mexique, whatever. C'est ça. Je voulais juste préciser, là, pour pas me faire dire, hey, c'est pas la Nouvelle-Angleterre. Non, non, aujourd'hui, non, ça l'est plus, mais à l'époque, oui. Les envois, là, ça se passe tout sur le territoire nord-américain? Alors, seulement du Massachusetts à la Georgie. Un seul gouverneur qui voudra rien savoir d'eux, c'est en Virginie, et lui va dire, c'est le problème du roi, alors il les retourne au roi, donc il les envoie à Londres. Et de là, ils vont être séparés puis placés dans quatre villes, pardon, différentes, et donc détenus sur place. Mais les autres... Fait que là, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent 1500 personnes, ils prennent les familles, ils les mettent dans un bateau avec un service, puis ils envoient jusqu'à l'autre place, ils débarquent, puis tout le monde est content. Ben, les Britanniques sont contents, pas les Acadiens. Puis ils sont séparés, donc, c'est-à-dire quand on arrive par exemple, à Beau-Séjour, et là, vraiment, tout le monde est envoyé un peu partout, là. C'est-à-dire, on embarque, et c'est même écrit dans les textes anglais qui vont essayer de garder les familles unies, mais qui sont sûrs de ne pas avoir réussi, puis c'est effectivement le cas. Ouais, ils font-tu vraiment des efforts ou... Ben, en tout cas, c'est ça qui est indiqué, mais bref, ça, c'est une autre question. Et donc, il y en a qui sont envoyés de la même région, là, donc, dans toutes ces colonies-là, c'est-à-dire en Caroline du Sud, en Georgie, on va en voir à New York, en Pennsylvanie, ils sont vraiment répartis. Alors, ils n'ont pas pris la population de Beau-Séjour, puis ils l'ont pas dit, d'accord, eux, on les envoie en Caroline du Sud. Là, c'est pas ça ton qui voisin était peut être à New York ou en Georgie ou ton peu frère peut être importe, à ton New York, frère. puis toi, tu peux être Ta en Caroline femme, du Sud.
Ils ont essayé de ne pas les séparer, mais c'est arrivé quand même. C'est-à-dire, les premiers déportés sont les gars justement, du Fort Beau-Séjour. Et on envoie 160 quelques hommes sans leurs femmes et leurs enfants, séparément. Est-ce Donc, qu'ils on les séparaient les envoie en femmes puis Georgie et les Caroline enfants? du Sud. Alors là, les femmes, le curé, ce qui est arrivé, les missionnaires vont récupérer les femmes, les enfants, ils vont les envoyer à l'île Saint-Jean, qui ensuite de là, ils vont être qui est l'île du Prince-Édouard aujourd'hui. Et ensuite, la majorité d'entre elles vont se retrouver à Québec. Et là, les hommes vont essayer de partir puis d'essayer de retrouver leurs femmes et leurs enfants. Il y en a qui ne réussiront jamais. Et il y en a que oui, quand même, mais très peu. Les quelques-uns ont réussi à rejoindre l'Acadie française à ce moment-là, qui est le Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Certains d'entre eux vont retrouver leurs femmes, mais ensuite, quand Charles Lawrence va apprendre qu'il y en a qui ont réussi à quitter, qui sont rendus le territoire voisin, il est pas content, il envoie une missive à tous les gouverneurs pour dire « Non, non, vous les gardez ». Alors, le prochain contingent qui est en train de fuir, justement, la Caroline du Sud et la Georgie, arrive à hauteur de New York. Ils sont capturés et emprisonnés, puis la majorité d'entre eux ne reverront jamais leur famille. Certains vont réussir à fuir, mais très peu. Ils vont réussir à se rendre à Québec, mais très, très peu. Bref, c'est ça, cette déportation extraordinaire et assez inhumaine, merci. Est-ce que tous les Acadiens ont resté jusqu'à la déportation ou il y en a qui ont vu la soupe chaude puis qui ont juste quitté avant? Ou... Ben, dès la soupe chaude a commencé avec l'arrivée du gouverneur Cornwallis, donc en 1749, et dès ce moment-là, il y en a qui vont quitter. Alors, mais ils vont aller en territoire voisin, c'est-à-dire dans le sud du Nouveau-Brunswick aujourd'hui, où ils vont aller à l'île Saint-Jean, très peu, mais quand même certains vont aller quand même à l'île Royale. Alors, ils vont vraiment dans des territoires voisins proches, très peu quand même. On parle pas de beaucoup, parce qu'on réussit quand même à déporter près de 6000 personnes. Là, la population, c'était combien en Acadie à ce moment-là? On parle d'environ 10 000. Ouais. 60% de la population se fait déporter, puis les autres... Grosso modo, oui. Ouais. Alors là, je dis pas les chiffres exacts, là, mais c'est grosso modo, là, parce autant de la déportation de 1755 sont rendus à 12 000 quelques, et puis non, ouais, c'est ça, presque 13 000 Acadiens. Là, on parle souvent du chiffre de 14 000, mais c'est parce que ça inclut les Français qui étaient de l'île Royale, mais des enfants qui sont nés là, des fois mélangés avec des Acadiens, alors qui ne sont pas Acadiens nécessairement. Là. Mais c'est ça. Voilà. Ouais. Puis dans le cas des Acadiens qui se retrouvent en Martinique, peux-tu nous expliquer c'est quoi leur périple avant d'arriver là? Ben, déjà, le premier contingent, là, avant de revenir à cette histoire-là, là, pas juste pour démêler tout le monde, il y a deux arrivées en Acadie, pas en Acadie, mais en Martinique. Les premiers qui arrivent en Martinique, ce sont les Acadiens et des Français qui avaient été déportés en France, donc la déportation de 1758 de l'île Saint-Jean puis de l'île Royale. Ils sont 42 à s'en aller en Martinique déjà en 1763 et eux s'en vont à Fort-de-France. Alors, eux ont une histoire un peu différente. Eux vont se mêler à la population, puis je suis pas sûr qu'ils ont pris contact avec les Acadiens qui vont arriver l'année d'après. Et là, ce sont ceux qui ont été recrutés dans la colonie de New York à ce moment-là. On prévoyait recruter 150 Acadiens et c'est 129 Acadiens de New York qui acceptent l'offre et eux sont amenés à Saint-Pierre, donc dans le nord de l'île. Et c'est eux qui ensuite sont pressentis pour aller fonder ce nouveau village de Chamflore qui sera aujourd'hui donc fait partie intégrante donc de Morne-Rouge, c'est ce qui est la commune qui va donc qui devient Morne-Rouge à ce moment-là. Là, la Martinique, à ce moment-là, c'est une colonie française. On parlait tantôt de Fort-de-France. Donc, j'imagine qu'il y avait des gens en Martinique, puis ensuite les Français se sont installés, puis c'est essentiellement géré par des Français à ce moment-ci.
Oui, oui, ben alors déjà avant la guerre de 7 ans, c'est une île française. La guerre de 7 ans, les Britanniques essaient de la prendre. Ils vont réussir à la prendre, mais elle sera redonnée à la France avec le traité de paix, le traité de Paris. Et puis, ben c'est ça. Donc, avec la signature du traité de Paris, alors le roi va dire, bon, ben tous ces gens qui sont arrivés chez nous, là, qui ont été déportés, tous ceux les Acadiens aussi qui ont été déportés en Nouvelle-Angleterre revendiquent d'être rapatriés en territoire français. Et c'est comme ça que, bon, on va déterminer que ceux-là s'en vont en Martinique. Et puis, ben voilà, c'est un négociant qui va aller les recruter. 129, comme je disais, vont accepter cette offre-là. Et puis, et voilà. Et là, les autorités martiniquaises à ce moment-là, alors, faut comprendre il y a pas de village en plein milieu, à tout est côtier. Et puis là, on détermine que, ben, déjà, faut comprendre que on est dépendant un petit peu des colonies britanniques parce que notre bœuf, on le fait venir des colonies britanniques. Il n'y a pas d'éleveurs sur l'île à ce moment-là. Et on se dit, bon, ben voilà, on est avec une population qui nous arrive d'Acadie d'autrefois, des grands propriétaires terriens, des éleveurs, des agriculteurs. Ben voilà, on va les envoyer développer Chamflore pour nous faire un village, qui sera relais avec la Trinité avec l'autre côté de l'île, mais aussi qui va permettre qu'on ait ces éleveurs-là sur place et ces agriculteurs sur place en Martinique. Et ça va nous éviter de faire venir justement ces produits-là, la viande Ouais. et légumes, donc des Pour être moins colonies. dépendant des colonies ennemies. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, eux, ils vont, et c'est en flanc de montagne, tu sais, il faut monter, là, c'est montagneux avant d'arriver sur ce plateau-là. Il n'y a pas vraiment de chemin, c'est eux qui vont tout défricher. Donc, dès eux, ils vont arriver en mois d'août. Et puis, dès l'automne, voilà, on se met à défricher puis à faire un chemin pour se rendre à Chamflore. Et dès 65, ils sont installés donc à Chamflore, mais là, il faut tout faire. Hein. Ouais. Puis il faut défricher, puis on s'entend, là, ils sont habitués à la forêt plus boréale, au climat nord-américain, mais là, on est Ah, en c'est un peu Martinique. différent, c'est ça, il fait chaud. C'est de la Euh, savane, et puis c'est ça, c'est pas la même chose, là. tu dis qu'ils sont recrutés. C'est quoi l'entente? On leur donne un terrain, puis ils deviennent sujet français, ou c'est plus compliqué que ça? Non, là, c'est les règles françaises. Alors, ils sont pas propriétaires. Ça reste que c'est Monsieur Lecomte, le propriétaire. C'est un peu comme le seigneur, mais finalement, c'est eux qui défrichent la terre, mais là, on leur dit qu'il faut qu'ils travaillent pour eux, sinon ils n'auront pas la solde, c'est-à-dire le montant d'argent pour pouvoir être payés. C'est que c'est un peu complexe, mais ils vont quand même s'installer, ils vont le faire, parce qu'effectivement, ben, ils sont un peu pris avec cette entente-là. J'ai pas trouvé de document pour ça clairement, mais quand même. Donc, ils s'installent et puis ils défrichent tout ça. Ce qui est arrivé, ce qui a été très dramatique dans leur cas, c'est qu'ils sont pas habitués justement à ce climat-là. Donc, il y a des maladies tropicales, évidemment, Ah, que certains vont mourir. Donc, fièvre jaune, toutes sortes de maladies qui sont pas habitués. Mais l'autre chose, ce qui sont pas habitués, c'est aux ouragans. ouais. Oh, ouais. Et en 1766, va avoir ce méga ouragan qui va dévaster l'île. Donc, tout le nord de Wow. l'île est dévasté. Et donc, dans les lettres et les rapports de l'époque, ben, Chamflore est détruit entièrement. L'église, le presbytère, magasin, ils vont dire les cases, donc les maisons, c'est le terme de l'époque. Alors, les cases sont détruites et on va même dire il y a des familles qui sont trouvées là sous les décombres, des familles entières, puis j'en ai trouvé 3 familles acadiennes qui disparaissent parce qu'ils sont tous morts pendant ce moment-là. Et là, on parle de 1766, ils sont déportés en 1755. Ils ont vu, eux autres, c'est des Acadiens qui étaient à Annapolis-Royal, donc autrefois Port-Royal. Ils ont vu leur maison brûler. Ils ont tout perdu. Ils se retrouvent dans une colonie où les enfants sont pris. Les gars sont placés pour être apprentis, les filles sont placées pour être servantes dans des familles anglo-protestantes. Le but, c'était de les assimiler.
Et là, ils vont finir par revendiquer puis revoir leurs enfants, peut-être pas tous, mais quand même. Et ils s'en retrouvent en Martinique 11 ans plus tard. Là, c'est tout est détruit encore. On repart tout. Donc là, c'est Ouais, dur ça ouais, pour des jeunes familles. le Alors, concept de syndrome post-traumatique n'existait pas, là, mais clairement, il devait être traumatisé par les événements qu'ils ont vécu là, à plusieurs reprises. c'est sûr que ça a sûrement pas été facile. Bref, moi, mes ancêtres faisaient partie de ce groupe-là, François Martin, Françoise Laure. Eux, ils vont décider de s'installer ensuite à Le Carbet. Et donc, ils retourneront pas, eux, à Chamflore. Mais certains vont quand même rebâtir et s'installer et rester. Et c'est comme ça quand même que la plupart des Acadiens sont là. D'autres vont choisir de s'installer à Saint-Pierre. Donc, finalement, moi, mon ancêtre, un de ses fils, va s'installer à Lamentin, qui est tout près de Fort-de-France. À l'époque, on appelait aussi Fort-Royal. Là. C'était pas Ouais. Fort-de-France, mais aujourd'hui, c'est Fort-de-France. Mais c'est ça. Donc, les Acadiens vont quand même bouger. Puis, ben, la vie recommence. Et il y a tout ce mouvement de retrouvailles qui existe partout, c'est-à-dire pas seulement en Martinique. Il y a plein d'Acadiens qui sont à Saint-Domingue. Il y a plein d'Acadiens il y en a qui sont en Guyane française. Il y en a qui sont fortement partis au Québec. Alors, il y a et d'autres en Louisiane, évidemment, et on cherche où est les membres de notre famille. Il y a par exemple une famille Maillet. Louis Maillet apprend que son père est en Martinique. Lui était à Saint-Domingue. Ils vont donc quitter Saint-Domingue pour aller s'installer en Martinique pour retrouver la famille. Alors, il y a des mouvements retrouvailles comme ça. Il y en a qui, famille Mouton qui était en Martinique, apprend que leur famille, la majorité de la famille est rendue en Louisiane, quitte pour aller les rejoindre en Louisiane. Et il y a vraiment des mouvements comme ça. Il y a une Comment est-ce qu'ils apprenaient que les gens, je veux dire, il y avait les prêtres communiquaient entre eux autres, j'imagine, ou c'était quoi le processus? Oui, puis les gens aussi, ben évidemment, tout se promène par bateau marchand, donc la Ouais, poste puis fonctionnait comme ça. Alors on envoyait des lettres, on essayait de se retrouver. Oui, les prêtres ont beaucoup aidé. Il y a des lettres qu'on a encore aujourd'hui parce qu'elles ont été confisquées par les Britanniques et sont retrouvées dans les archives et on a une série de lettres qui ont été retrouvées par des chercheurs, notamment Jean-François Mouot. Ouais, ben moi, ce que je trouve intéressant, hein, ben, tu sais, dans le cas de nos ancêtres acadiens, ils ont été déportés aux États-Unis, puis par la suite sont revenus dans la province of Où il Québec. y en a qui ont juste quitté avant la déportation là, pour éviter le trouble, qui ont marché ou en bateau, qui sont venus la plupart en direction du Québec. Mm. Mais là, comme tu disais hein, dans l'entrevue avec André Carl, là, eux autres, le village sont brûlés, ils sont déportés. Puis là, ben, à partir de New York, ils repartent puis ils s'en vont en Martinique, hein, dans un trip comme un autre, là? Ouais, écoute, aujourd'hui, on aurait été content de ce voyage-là, mais à l'époque, là, c'est quand même tout un nouvel environnement. Puis comme il disait, hein, les ouragans, c'est pas quelque chose là, qu'on était habitué. Ben, même maintenant, les ouragans, là, ils en parlent chaque fois qu'il y a des ouragans aux États-Unis, c'est la grosse affaire. Puis là, ben, ça va quand même dans un endroit, je suis pas sûr qu'ils se disent, il va y avoir des ouragans, il n'y a pas de Miss Météo qui lui disait de quoi ça avait l'air. Non. Mais tu sais, ils se déplaçaient. Puis, tu sais, comme nos ancêtres, il y en a qui ont parti d'Acadie pour venir ici, mais il y en a aussi beaucoup qui sont partis de la France. Nos ancêtres, sont tous des immigrants. Comme nos ancêtres ont parti pour aller en quelque part, c'est un peu l'inconnu. Tu sais, les coureurs des bois qui sont arrivés ici, puis les soldats, là, ils s'en allaient dans le nouveau monde, puis c'était nouveau. Là, on s'en va, tu sais, je veux dire, le monde connaît un peu, c'est la Martinique, ils font du rhum, là. Mais je veux dire, autre que ça, là, c'est pas quelque part tu sais, on s'en va dans une île à quelque part. Sur un nom français, c'est intéressant, mais à part de ça, ils ne devaient pas connaître grand-chose de ce qu'il y avait là. C'est pas le même genre de population, tu sais, c'est autre que c'est un territoire gouverné par la France. C'est quand même cool, parce qu'on a des Acadiens qui sont retournés techniquement sur le territoire maintenant français. C'est l'inconnu. C'est encore l'inconnu pour un peuple qui est quand même relativement nouveau. Les Acadiens n'étant pas installés depuis des centaines et des centaines d'années.
c'est relativement nouveau. Puis là, pouf, on recommence encore dans une encore nouvelle place. Ça prend du guts. Ouais. Puis en tout cas, ça a dû faire des gens qui sont faits forts. Oui, sont faits forts. Ouais. Définitivement. On en parle, puis c'est ça. Parlant de gens aussi qui sont faits forts, il y a nos coureurs de factory qui ont été travailler dans les usines aux États-Unis. La dernière fois, on a parlé d'Henri Marois et Rosanna Bézinet avec Camden Martin. Ben, cette fois-ci, il va nous parler d'Octave Garin et Marguerite Beauchesne. Mais on va aussi parler de la relation entre les Canadiens français et les Irlandais. On vous présente ça à l'instant. On s'en va ailleurs. Prochain couple, Octave Garin, qui est né à Saint-Honoré de Chenley en 1874. Saint-Honoré de Chenley, c'est où ça? C'est en Beauce. Ouais. C'est près de Saint-Anselme et dans ce coin-là, Bellechasse. Dans ces coins-là. Ouais. J'ai plein d'ancêtres de ce coin-là. Oui, Lauzon. Ouais. C'est parce que la seigneurie de Lauzon, c'était pas loin. Oui, c'est du côté de Audet que j'ai beaucoup d'ancêtres qui sont allés là. C'était il y a des villages qui ont été fondés par mes ancêtres. Mais fin de la parenthèse. Évidemment, Octave Garin, on devine où est-ce qu'il va éventuellement déménager. Est-ce qu'il c'est sa famille? Comment est-ce que ça... Donc, avec Octave Garin, encore une fois, j'ai pas eu trop de temps de me pencher là-dessus, mais ce que je sais, c'est que son père, à lui, est décédé assez jeune et sa mère a dû se remarier. Et puis, elle s'est mariée avec un Mercier. Puis, cette famille-là était partie à Waterville, puis dans le coin d'Augusta, ici dans le Maine. Puis lui, il s'est établi ici à Lewiston. Et puis, il avait aussi des sœurs qui se sont établies dans le coin. Puis lui, c'est quelqu'un que je pense que c'est vraiment comme l'histoire classique, là. Quelqu'un qui venait des fermes, donc qui a beaucoup travaillé dans les usines, des choses comme ça. Alors que chez mes autres ancêtres, il y en a très peu qui ont travaillé toute leur vie dans les usines, alors que Octave, je suis pas mal certain que lui travaillait dans les usines parce que lui, sa maison, en fait, lui, il vivait toujours en appartement dans le Petit-Canada. Okay. Donc, dans ce coin-là, puis il était paroissien à l'église Sainte-Marie. Puis lui, il vivait sur la River Street, donc vraiment juste à côté de la rivière, donc dans le Petit-Canada. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a eu plusieurs enfants, puis sa première femme, elle est décédée, dont moi je descends, Marguerite Beauchesne, et puis lui, il s'est remarié avec la sœur de Marguerite Beauchesne, Exila. Ouais. Puis ce qui est triste à dire, c'est donc Octave Garin, il a eu Mariana, Blanche, Rose, Achille, puis après ça, il s'est remarié, puis il a eu mon Dieu. Pourquoi il me revient pas son prénom? Ça va me revenir. Mais ce qui est triste, c'est Achille. Lui, je pense que c'était au mois de décembre. À l'époque, la rivière Androscoggin, ça gelait. Donc, c'était pas comme entre Lévis et Québec quand il y avait le pont, le pont de glace, on pouvait marcher ou prendre la calèche ou peu importe. Donc, c'était pareil. Ouais, c'est ça, carrément. Et Achille, donc, il avait peut-être 10-12 ans. Il marchait avec ses amis pour partir à Auburn. Puis là, la glace avait cédé, puis lui, il s'est noyé dans la rivière, puis on n'a pas retrouvé son corps, je pense. Donc ça, c'était le petit frère de ma grand-mère. Et vous savez quoi? Mon père n'a jamais connu cette histoire-là. C'est moi que j'ai trouvé en fouillant dans les articles. Ouais, c'est ça. Donc, Octave, j'en connais très peu de choses sur lui. Je sais qu'il est décédé en 1944. Il s'est marié 2 fois avec la famille Beauchesne. C'est sûr que, encore une fois, il devait se connaître à l'église ou quelque chose comme ça. Mais déjà, les Beauchesne, ça venait plus dans le coin de Chesterville, Arthabasca. Mais c'est pas si loin que ça, finalement. Beauce, centre du Québec. Donc, peut-être qu'ils avaient des liens de parenté ou peut-être ils connaissaient un tel qui connaissait l'autre. Donc, ouais.
malheureusement, jusqu'aujourd'hui, j'en connais très peu de choses sur lui, mais comme je vous ai dit, je sais que son père est décédé il est décédé assez jeune. Donc lui, si ça a été obligé de partir avec sa belle famille, pas sa belle famille, mais la famille de son beau-père et tout ça. Okay. Ici, ouais. Okay. Où est-ce qu'il a rencontré Marguerite Beauchesne? Ouais. Puis ils se sont mariés là en 1898, encore une fois à Lewiston. Ouais. En revenons un petit peu sur l'histoire de Lewiston. Tantôt, tu parlais de la Société Saint-Jean-Baptiste, puis tu parlais des Irlandais. Comment ça se passe entre les Canadiens français puis les Irlandais à Lewiston? Bon, c'est un peu comme partout en Nouvelle-Angleterre, ça se chamaille beaucoup, c'est le bagarre, mon arrière-grand-père François Martin, donc le grand-père de mon père. Moi, je l'avais pas connu parce qu'il est décédé il est décédé en 73, je pense. Mais ma tante me disait que il se vantait comme quoi il bagarrait beaucoup avec les Irlandais. Puis c'est dommage parce que toutes ces deux populations étaient catholiques, mais comme tous les deux étaient pas mal opprimés par les Anglos, au lieu de s'unir, divisé pour régner. Ouais, c'est ça, exactement, divisé pour mieux régner, tout à fait. Donc les Irlandais, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Irlandais, quand ils sont arrivés, ils ont vraiment pris cher le fait qu'ils étaient catholiques. Parce qu'à l'époque-là, c'était vraiment l'époque du nativisme aux États-Unis, le Know Nothing Party, tout ça. Donc, les catholiques, tout ce qu'ils voulaient faire, les Irlandais, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est exister en tant que catholiques. Quand les Canadiens sont arrivés, c'était pas juste seulement exister en tant que catholique, mais c'était exister en tant que francophone, avec ses mœurs, Donc, pour les Irlandais catholiques, tout ce qu'ils voulaient, c'est juste que les Anglais nous respectent et puis qu'on puisse vivre tranquillement. Ils voulaient pas que les Canadiens arrivent en disant on va rester catholique et puis renchirer par-dessus en disant qu'on veut pouvoir parler français. Donc pour eux, c'était comme hey, vous nous foutez la honte là parce que on veut juste rester déjà on arrive à tisser des liens aujourd'hui, mais là, si vous commencez à pousser trop, là, on va tous souffrir. Et donc, l'épiscopat irlandais, il faisait vraiment souffrir les Canadiens dans le sens où il faisait tout pour essayer de saper les ressources pour avoir des écoles paroissiales bilingues francophones. Et puis, ça s'est manifesté comme lutte entre les Canadiens puis les Irlandais. Ça se bagarrait dans les rues, puis ouais, c'était pas beau là pendant un moment. Jusqu'à un certain point que je me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère Martin, elle me disait elle disait toujours, je suis pas vraiment quelqu'un qui aime les blagues. Par contre, je j'écouterai toujours une blague sur un Irlandais. C'est ça qu'il disait. C'était vos jokes de Newfie. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça, les têtes carrées, comme il disait. Ouais, les têtes carrées, ouais. Ouais. Camden, là, on voit que que ta famille est arrivée puis qu'elle parlait français. Mm-hmm. Toi, tu parles français. Est-ce que c'est un langage qui t'est resté puis qui t'est venu de tes parents? Non, malheureusement, non, ça s'est estompé avec mon père. Donc, ce qu'il faut savoir, moi, je suis assez fier de ça. C'est que, donc là, on parle de mes arrière-grands-parents, tous ces gens-là, tous ces couples-là. Donc là, c'est la première génération qui arrive aux États-Unis. Deuxième génération, c'est la génération de mes arrière-grands-parents qui sont nés aux États-Unis, décédés aux États-Unis. Leur première langue, c'est le français. Ils ont réussi quand même à s'exprimer, à se débrouiller en anglais. Ils parlaient un peu anglais, eux autres. C'est ça, exactement. Puis après, la troisième génération, la troisième génération, la deuxième génération des États-Unis, c'est la génération, celle de mes grands-parents. Donc, mes grands-parents, donc on parle de mon grand-père, Paul François Martin. Lui, il a pas pu aller assister à l'école paroissiale parce que lui, en fait, il vivait plus en campagne, donc il y avait juste une école de rance et puis c'était en anglais. C'est quelqu'un qui pouvait s'exprimer comme il faut en français parce que bon, ses parents parlaient français, mais c'est pas quelqu'un qui a fait des études en français. Alors que ma grand-mère Muriel Marois, elle, bien évidemment, c'était la langue au foyer.
on parlait juste français à la maison, alors que ses parents sont nés aux États-Unis. Mais elle est allée à l'école Saint-Pierre, puis c'est une école bilingue, puis elle pouvait écrire, lire en français, puis disons que en anglais aussi ou juste elle parlait en anglais, oui, tout à fait, oui, mais c'est juste que je dirais que à, à mon avis, mon grand-père, lui, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, donc lui, il s'était enrôlé avec l'armée, donc c'est sûr qu'il a subi des forces assimilatrices assez importantes, alors que ma grand-mère était toujours restée dans son enclave canadienne-française pour une bonne partie. C'est sûr qu'elle avait appris à parler anglais, mais jusqu'à sa mort, elle a toujours parlé en anglais avec un accent francophone. Alors que c'est la deuxième génération des États-Unis. Puis jusqu'à mon père, sa première langue aussi, c'était le français parce que lui, il est né en 47. Puis jusqu'à mon père, donc de mes arrière-grands-parents qui se sont mariés, jusqu'à lui qui a été baptisé, tous les registres de l'Église étaient écrits en français. Jusqu'à mon père qui était né en 47. Ton père, lui, il a grandi en français. Oui, jusqu'à ses 5 ans, je dirais que c'était sa première langue, puis c'était la langue principale parce que avec ses grands-parents, ça se parlait en français. Puis lui aussi, il avait assisté à l'école paroissiale bilingue, et puis jusqu'en 1961, où il avait 13-14 ans. Et puis même j'ai une copie de son diplôme, c'est donc l'école paroissiale de Sainte-Famille. Puis c'est bilingue en fait. La première partie en haut c'est écrit en français, puis là c'est écrit en anglais. Puis lui il a été instruit par les sœurs de Saint-Joseph de Lyon. Et puis le père, le curé de la paroisse, lui c'était le père Vital Nonrogue. Puis lui c'était un Breton qui venait de France. Et mon père il participait comme petit chanteur aussi. OK. Donc ouais, mon puis, père là après ça ton père a grandi puis il a plus continué en anglais. Tout à fait. Et je dirais qu'aujourd'hui il est 100 fois plus à l'aise en anglais, mais après on peut très facilement lui parler en français, puis il peut très bien comprendre. Puis, ouais. Après, pour écrire, il va vraiment écrire phonétiquement. Ça, mon père fait la même chose, puis il apprend français. Du monde sur Facebook font ça. Oui, il y a plein de monde sur Facebook qui font ça. Puis toi, t'as-tu été baptisé déjà? Les registres, tout pour toi, c'est-tu en français ou en anglais? Ça, ce serait, donc, je dirais à partir des années 50, 60, c'était désormais en anglais. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui était comme... donc, si on ouvre les registres, c'est en latin, mais tout ce qui est écrit entre parenthèses, c'est écrit en français. Donc, c'est-à-dire que la structure était en latin, parce qu'à un moment donné, c'était le diocèse qui avait obligé que ce soit en latin, alors que les dominicains, ils voulaient que ce soit en français, parce que toujours, il y avait un rapport de force entre le diocèse et la paroisse, Et donc, après ça, je dirais que c'était en anglais jusqu'à aujourd'hui, puis maintenant, c'est plus en latin. Mais ce que je voulais dire, c'est que les écoles paroissiales bilingues, je pense que ça avait duré à peu près des années 50-60, puis après ça s'est estompé vers ces années-là. Donc, moi, quand j'étais petit, on parlait juste en anglais à la maison. Là. Ouais. OK. Puis je pense qu'on a déjà parlé l'autre fois, mais ensuite, c'est toi, par ton désir personnel, tu t'es réussi à apprendre le français. Oui, tout à fait, parce que moi, je me disais, je me rappelle quand j'étais tout petit, c'était quelque chose de nébuleux dans le sens où on disait que, oui, tu as des origines françaises ou canadiennes, et puis on disait mémère et pépère, et puis quand j'allais à l'école, il y avait pas tout le monde qui disait ça, puis moi je disais papa et maman, je disais pas daddy ou mommy ou des choses comme ça, je disais papa et maman. Fait que tu parlais en anglais, mais c'était papa quand même. Ouais, on disait papa, et puis on disait pas grandmother, on disait mémère ou pépère. Ouais. Ça, moi, je trouve ça quand même particulier, parce que nous autres, moi, si mes enfants disaient pépère à mon père, il disait, non, je suis pas si sûr que ça, là. Puis, ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que moi, par exemple, moi, je suis dans le domaine de l'enseignement. Donc, il y a encore des jeunes disons, les jeunes qui ont 1 an jusqu'à 18 ans. Puis, ils vont dire, oh, oui, à la maison, oh, ça c'est pépère et ça c'est mémère. Ils vont dire ça en anglais. Pépé, mémé, ouais. Donc, ça c'est pépère. Ouais, en fait, ils vont pas dire pépère avec le R, ils vont dire pépé. Pépé. Ah. Et mémé. Mais parce ça que vient... moi, je les vois sur Internet, là, parce qu'ils disent my pépère écrit avec les accents puis tout. Ouais. Fait quand ils mettent les accents, ceux qui sont capables de mettre les accents, puis clairement, c'est pépère, là, puis
Puis je trouve toujours ça drôle parce que, comme je te dis, nous autres, moi, mes grands-parents, ils auraient fait comme là, dis pas ça, là. Ouais. Et Ben, c'est parce que c'est un peu, c'est intéressant parce que c'est, comment dire, c'est resté comme figé ici. oui, Mes c'est mères, ça. c'était les grands-parents à mes parents. Ben, c'était souvent celui le plus vieux de la famille C'est ça. qui allait vivre chez sa fille le restant de ses jours. Puis ben là, c'était le grand-père qui restait à la maison ou la grand-mère, puis on l'appelait pépère ou ma mère. Puis fait que ça, c'est resté un peu chez vous. Mm. Alors que nous autres, c'est ça, le terme, comme Yann a dit, C'est un peu ma péjoratif. mère n'a jamais été question que mes enfants l'appellent ma mère. Ça, c'est... Ouais. Ce qui est drôle, c'est que, par exemple, donc si mon père, donc la génération de mon père, donc des gens qui ont entre 55 ans et 75 ans ou plus, eux, ils vont dire, quand on leur dit, même si on leur pose la question en anglais, on va dire, c'était qui vos grands-parents? Ils vont dire pépère en français, sans accent. Après ça, certains, donc si on va descendre à l'autre génération, peut-être ils vont dire pépère ou ils vont commencer à dire pépé. Après, ceux qui sont nés dans les années 60, 80, après, c'est devenu pépé. Ouais, parce qu'ils le Donc, prononcent avec ouais, avec ils un peuvent pas accent beaucoup dire plus le anglais. R, donc Ouais. ouais, c'est ça. Donc ils ont coupé ça, donc ils juste disent pépé comme peu, accent aigu, peu, P, accent aigu. Donc Ah, c'est c'est un peu, intéressant. ouais. Puis, toi, est-ce que tu as déjà parlé en français avec tes grands-parents? Donc oui, donc moi j'ai commencé à parler français quand j'avais l'âge de 14-15 ans. Après ça, j'étais parti en France, j'étais revenu. Puis Ouais. il y avait encore ma grand-mère qui était en vie, qui descend de ces couples-là qu'on vient de décrire. Ma grand-mère Muriel Marois, qui s'est mariée avec un Martin. Puis oui, je lui parlais souvent en français. Puis elle était aussi à l'aise dans les deux langues. Moi, où ça m'intéresse, c'est toi, tu parles avec un accent presque français, parce que tu as appris le français là-bas. Puis, moi, je sais que tu sais, même s'ils sont décédés maintenant, je me souviens très bien des expressions, puis de l'accent de mes grands-oncles là, qui sont Oui. de l'Estrie, là, de la Beauce qui est devenue l'Estrie, avec tu sais, vraiment des expressions et des façons vraiment différentes de parler de mes grands-oncles puis mes Oui. grands-parents qui venaient de Montréal. Puis ça m'a toujours un peu, tu sais, mes grands-oncles, mes grands-parents parlaient pas de la même façon que mes parents, qui Tout à parlent pas fait. tout à fait de la même façon que moi. Est-ce que la même chose est observable chez les Franco-Américains? Tout à fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est que encore une fois, c'était un français qui est resté figé à un certain moment parce qu'à partir des années 60, puis même des années fin 50, ce qu'il faut savoir, c'est que le Québec était devenu centré sur lui-même avec les mouvements indépendants. Les mouvements nationalistes de C'est l'époque ça, des années exactement. 60. Là. Tout à fait. Donc, à un certain moment, ça a comme couper les ponts un peu, puis aussi des Franco-Américains d'ici sont devenus juste américains dans un sens. Et donc, en fait, il y a eu cette coupure-là, et ça fait en sorte que il y avait plus de brassage au niveau linguistique entre les deux peuples. Donc, les Français étaient restés pas mal figés ici. Un peu Il y a comme moins ce qui est, avancé. c'est ça, disons, c'est un peu comme le français du Québec et de la France, un peu, Ouais, effectivement. on parle du vieux breton plus que les Français. C'est ça, exact. À un certain moment, il y a une coupure. Après, bon, c'est sûr que c'était un peu, il y avait plus de va-et-vient parce que bon, le Québec, c'est juste à côté, c'est pas l'océan Atlantique qui nous Oui, sépare. puis on se visitait quand même, puis on avait Tout de à la fait. famille. Mais ce qu'il là. faut savoir, c'est que pendant 100 ans, ça se faisait tout le temps parce que il y avait toujours des parents au Québec, puis tous les ordres religieux étaient encore situés au Québec, donc il y avait toujours des religieuses qui venaient du Québec, des sœurs, ou des frères, Puis après, on faisque jusque dans les années 50, il y avait beaucoup des hommes qui partaient faire leurs études dans les séminaires de Sherbrooke ou de Trois-Rivières, de Saint-Hyacinthe. Donc, ça se faisait, quoi. Mais à certains moments, non, ça s'est coupé, ou plus ou moins. Et donc, voilà, le français a évolué de ce côté-là et on n'a pas eu, donc la loi 101, des choses comme ça. Les gens d'ici, ils connaissent pas le mot ordinateur, ils connaissent pas le mot imprimante, ils connaissent pas le mot Ouais, micro-ondes. parce que c'est pas quelque chose qui a été utilisé. Fait que... Ouais. Ici, par c'est exemple, on nouveau. va pas dire, on dit même pas char. Des gens ici, ils vont dire la machine.
Ouais, oui, regarde passer les machines. Ouais, c'est ça. Les machines. Ouais. On va dire, comment dirais-je, mon père, il se rappelle que ma grand-mère lui disait un brise-fer. Un brise-fer. Oui, un brise-fer. Oui, ça, c'est Ouais. une expression qu'on a beaucoup. Ouais, il Mais, disait mais ça. du côté de mon père, il y avait aussi toutes sortes d'expressions qui venaient littéralement de l'anglais. Tu sais, mon père, il va parler d'une pentrée, Ah, ok, oui. qui est un La terme que bonderie. mes enfants connaissent pas. Ouais, Ouais. La le bonderie de border, la Barberry. bonderie, les... Ouais. Ouais, ici, on va entendre, ça me bodre pas. Ça me bodre pas. Ouais, ouais. On va entendre parler de, euh, on va dire la champlure, on va dire, Ouais, les ça, on a ça ici. ouais. Tout ce qui, châssis, des choses comme ça. On n'entend pas trop le mot fenêtre, on n'entend pas vraiment, Pas le euh, châssis. châssis, c'est ça qu'on entend, ouais. Ouais, moi qui ai des lunettes, mes parents disaient avec les lunettes, ouais, t'as des doubles châssis. Ah, ça, c'est drôle. Est-ce que le fait de parler français t'aide à comprendre tes ancêtres, puis à comprendre ce qu'est le peuple québécois et ce qui sont les Franco-Américains d'aujourd'hui? Ben ça, c'est une question fondamentale parce que je pense que sans pouvoir parler français, ben déjà, je pourrais pas consulter. Ben, déjà, les gens qui parlent français, c'est pas déjà facile de consulter les actes notariés parce que déjà, avec la calligraphie, des choses comme ça, et puis, c'est les anciennes Pas toujours expressions. lisible. C'est pas toujours lisible. Donc, déjà, ça. Mais le fait de pouvoir parler français, ben, ça permet de consulter les archives. Après, ça permet de lire les livres qu'avaient écrits les Franco-Américains. Donc souvent, que ce soit des monographies paroissiales, que ce soit des albums souvenirs de telle ou telle organisation, donc déjà de pouvoir lire ça en français. Après aussi, il faut comprendre le sens de la langue pour pouvoir comprendre le sens de la culture, parce que je pense que c'est un lien indéniable dans le sens où tu peux pas, Oui, enfin, la langue fait partie de la culture. tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on est passé dans une phase où souvent les gens ils vont se revendiquer franco-américains, ce qui est très bien. Mais moi, en fait, comment je pourrais dire ça? Si on doit toujours Ils parlent de prouver, leurs ancêtres plus que de ce qu'ils sont. c'est ça exactement. Moi, comme vous avez constaté, moi j'adore ça, ma généalogie, ça me passionne. Puis vous deux Oui. aussi, mais on a tous les trois, il n'y a pas de problème pour la langue. Mais si on a déjà perdu la langue, si on veut revendiquer une culture et on n'a pas la langue, ben, tout ce qu'on peut faire, c'est soit revendiquer le sang, ou on peut revendiquer peut-être des plats ou des chansons ou Ouais. des gestes, des choses comme ça. Ce qui est très bien, ça en fait partie de la culture. Mais Ah ouais. aujourd'hui, je dirais que on est pas mal tombé dans une phase où les gens, ils se revendiquent franco-américains, fiers d'être franco-américains, mais pour eux, soit ils peuvent pas, ils veulent pas, mais l'apprentissage de la langue, c'est pas le tout. Alors que pour moi, peut-être c'est parce que je suis plus québécois dans le sens où oui, il y en a besoin de la langue, c'est tout, mais je pense que oui, en fait, Ça fait partie de l'identité d'un peuple. tout à fait. Je suis convaincu de ça. Il y a seul quelqu'un qui ne peut pas parler la langue qui est capable de dire qu'on n'a pas besoin de la langue. Une fois qu'on parle la langue, on sait instantanément, on sait qu'on a besoin parce que ça exprime tellement de choses. C'est pas Tu juste penses la pas de la même grammaire. façon, c'est ça. Tu Tout penses à pas de la fait. même façon quand tu penses en français que quand tu penses en anglais ou Tout à quand tu fait. penses en allemand ou en italien. Voilà. C'est pour ça que les peuples sont différents. Tout à fait. Je suis tout à fait convaincu de ça. Et après, aujourd'hui, on a un regain, un renouveau. C'est comme ça on s'est rencontrés parce qu'il y avait le festival à Oui. Poutine et tout ça, et on voit il y a Ouais. des gens qui s'y intéressent et tout ça. Et puis aujourd'hui aussi un regain d'intérêt parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui viennent de l'Afrique subsaharienne qui parlent français. Ils parlent cette langue-là, c'est pas tout à fait le même lien. C'est pas exactement le même français que nous, souvent. Non, tout à fait. Et puis ils ont Ben, pas c'est le pas le même même rapport. lien, c'est ça, C'est ça ouais. exactement. Avec la langue, c'est une langue colonisatrice à ce moment-là. C'est pas une langue Ouais, d'héritage. Ouais. c'est comme notre anglais au Québec. Tout à fait, tout à fait. Donc quand ces gens-là arrivent ici, ben c'est surtout un rapport utilitaire avec la langue. Certains ils ont des liens affectifs, mais disons
qui vont parler d'autres langues, ce qui est très bien, ce qui est très important, et qui parlent lingala ou swahili, peu importe. Mais ça aussi, c'est intéressant ici dans le Maine parce que ça, encore une fois, ça fait un brassage où on a des personnes âgées qui leur première langue, c'était le canadien, en fait, et puis là, ils arrivent à s'exprimer avec des personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne. Moi, je trouve que c'est une des plus belles choses au monde de voir, par exemple, ici, on a dans des maisons, dans les foyers de vieilles personnes, donc les maisons de vieillards, comme on disait à l'époque, les centres de l'âge d'or, on a souvent des aides-soignants qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui sont embauchés parce qu'ils parlent français aussi. Parce qu'ils vont parler aux personnes âgées en français aussi. Ces personnes âgées-là, ils peuvent s'exprimer. Oui, tout à fait. Ces gens-là peuvent s'exprimer en français, en anglais, mais ils ont tendance, jusqu'à aujourd'hui, à se parler en français aussi. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Tu as prochainement des projets au Québec. T'en-tu nous en parler? Oui, donc c'est sûr que je viendrai juste faire un tour pour me ressourcer. J'en ai besoin. T'es toujours bienvenu. Merci. Donc au mois d'octobre, fin octobre, je vais donner une conférence sur l'histoire de l'immigration canadienne-française puis l'histoire franco-américaine à Plessisville. Donc c'est la société d'histoire qui va m'accueillir pour faire cette conférence-là. Donc je vais vous tenir au courant pour les dates exactes là, mais c'est sûr que je vais faire un tour fin octobre. Plessisville. Excellent. Ouais, ben Camden, c'était super intéressant, l'histoire de tes ancêtres du côté de ton père, hein, parce que, bon, on le sait, la généalogie, on n'a jamais fini d'en apprendre, puis on en a beaucoup des ancêtres, puis on va avoir l'occasion de se rencontrer une autre fois pour parler là, de ton autre côté là, de la famille, là, du côté de ton père, puis de tes autres ancêtres qui sont arrivés aux États-Unis, à Lewiston. Alors là-dessus, je te remercie beaucoup. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité-là de pouvoir parler des choses qui me passionnent tant. De Montréal, on se rassemble. Sous les étoiles des histoires, on tremble. On chante nos aïeux et nos... Parlant d'Irlandais, si jamais il y a quelqu'un, un expert, là, quelqu'un qui est un passionné de l'histoire des Irlandais au Québec, hein, parce que c'est nos ancêtres aussi, puis on aimerait bien ça d'en parler. D'ailleurs, je suis allé durant mes vacances à Grosse-Île, là où plusieurs... Des Irlandais, là? Ouais, ben pas juste des Irlandais, mais beaucoup d'Irlandais sont passés là, avant de pouvoir émigrer là, au Canada. C'est-tu là qu'il y a une croix celtique? Oui, c'est tout à fait. Ouais. Il y a une croix celtique. Si jamais vous passez là, dans le coin là, de Berthier-sur-Mer, Montmagny, là, c'est une petite croisière à faire. Là, c'est super intéressant. Puis c'est quand même là, assez abordable là, pour la belle journée qu'on a passée. Pour revenir à Camden, moi, c'est pas la première fois qu'on en parle. Là. On en a parlé quand on est allé au Poutine Fest, mais moi, ce que je trouve intéressant chez les Franco-Américains, c'est comme le mémère puis pépère, c'est comme un code secret dans une société secrète pour se reconnaître entre nous autres. Hein? C'est pire que ça, c'est que il y en a beaucoup qui parlent même pas encore vraiment bien du français. Ils disent pas mémère ou pépère, ils disent my mémère ou my pépère, puis ils parlent de leurs grands-parents. Je veux dire, moi, ma mère, elle parlait de sa grand-mère comme ça, parce que c'était comme la vieille génération. S'il aurait fallu que j'appelle mes grands-parents comme ça, je pense que j'aurais mangé une taloche. Mes parents, quand j'ai eu des enfants, c'était pas ma mère ou pépère, c'est à peine s'ils trouvaient ça le fun de se faire appeler grand-papa et grand-maman. Mais eux autres, ça l'a perduré dans le temps, puis ça l'a perduré dans une autre langue. C'est comme, yes, last weekend I went to see my mémère. C'est vraiment particulier. Ça traverse les langages, puis c'est une culture qui leur est propre. Moi, je trouve ça vraiment passionnant d'observer ça. Ils ont d'autres affaires, là, mais ça, c'est vraiment le côté culturel que j'ai trouvé le plus frappant, moi aussi. Puis c'est normal. Puis je trouve ça vraiment cool. Ouais. Parlant d'exil, hein, lors de la dernière émission, hein, on a parlé de l'exil des chefs patriotes aux États-Unis. Ce mois-ci, on va passer à la conclusion avec Réal Hood sur patriotes et clans familiaux.
Ouais, ils devaient en avoir, ils ont, on rase tout le monde, let's go. C'est sûr En qu'il y même avait temps, une d'un couple. autre côté, tu sais, on le cachera pas, tu sais, on avait des élites, mais on avait aussi, le clergé était quand même, tu sais, toutes nos communautés étaient des communautés foncièrement basées sur des églises, donc des communautés un peu religieuses. Puis tout ça avait le clergé qui est une machine administrative solide. Ils ont dû avoir des discussions, là, avant, Ben, c'est sûr, entre-temps, là. oui. Oui, c'est sûr qu'il y a eu des discussions, il y a eu des mésententes. Moi, je vous invite à aller voir l'histoire des évêques de Québec. C'est assez intéressant. Il y a eu des petites chicanes. Sauf que, étant donné que notre système était efficace, Ouais. c'est un fait. C'est un fait. Puis quand on regarde les documents originaux, moi, j'invite les auditrices et auditeurs à aller voir les registres. C'est fort intéressant de voir comment on était organisé. C'est pas comme si tu arrives dans un endroit puis c'est tout désorganisé. Il faut que tu organises tout. Ouais. Donc, ils ont dit, ben, changez donc d'allégeance, puis ça va bien se passer. C'est quand même facile de faire ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est sûr qu'il y avait des gens qui auraient voulu la chicane. Moi, j'imagine qu'il y avait une couple d'Acadiens qui sont arrivés Eux autres, ils devaient vouloir. Mais t'as deux attitudes, hein, quand tu es un réfugié. Tu peux dire, hey, peux-tu me laisser tranquille, m'enlever dans le fond d'un rang, puis je vais laisser. Ouais, dérange-moi pas. J'ai pas le goût de revivre ça, là. OK? Puis t'en as d'autres qui disent, hey, peux-tu leur en sacrer une, là? Donc, ça arrive, ce genre de phénomène-là. On l'a vu, l'histoire nous le montre. Moi, j'ai l'impression que ça a été un moment charnière, 1763, 1774, comme 1830 à 1840, ça a été un moment charnière. Et là, on voit après cette espèce de période de négociation pour arriver à créer le Canada 1867. Et entre-temps, on va abolir la tenue seigneuriale 1854. Mais le réflexe, il demeure là, parce que c'est souvent encore, je donne juste l'exemple, si à l'époque, c'était souvent le fils aîné qui prenait le pouvoir, est-ce qu'on a déjà eu deux premiers ministres du Québec qui s'appelaient Daniel Johnson à l'époque moderne? Oui, puis son frère aussi qui était en politique. Donc, ça existe. Il y a eu deux George Bush, président des États-Unis, père et fils. Oui, deux Trudeau. Oui, c'est ça. Donc, ça existe encore, ce réflexe-là. C'est juste que, depuis la Révolution tranquille, notre vaccin, c'est l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. À l'époque, il n'y avait pas ça. Ouais. C'était les élites qui avaient accès à tout ça. C'est pas les gens de la population qui avaient pas, qui étaient au courant lisant un peu le journal. On voit le monde le quatrième pouvoir médiatique a commencé à peu près dans l'époque des patriotes. On le voit, il y avait quelques journaux avant, mais cette époque-là, on voit la naissance vraiment d'une histoire médiatique là aussi. Puis tu parlais tantôt là, de Papineau, là, par la suite Papineau va être exilé en France, il va revenir quelques années plus tard, puis va participer là, au régime il est allé aux politique. États-Unis, en France, oui, c'est ça. Ouais. Puis on disait que Wilfred Nelson était déporté dans les Bermudes, va revenir, va éventuellement être maire de Montréal. Pour ton ancêtre, Louis-Renaud Blanchard, comment ça se passe? Mon ancêtre, il est parti aux États-Unis. C'est cette hypothèse-là que je suis en train de chercher parce que ma grand-mère est née à Lowell, Massachusetts. J'ai toujours voulu savoir si les contacts ont été créés à ce moment-là. Okay. Parce que il y avait beaucoup de... Ça, c'est intéressant, cette partie-là de l'immigration francophone, parce que à partir de 1840 jusqu'à la guerre de sécession, tu as un certain nombre de gens. N'oubliez pas qui vont s'en aller aux États-Unis. Et qui sont restés, qui sont revenus. Après ça, on voit un autre mouvement après la création du Canada. Est-ce que des gens disent, ben moi, je veux vivre d'une république et non d'une monarchie? Parce que n'oubliez pas que c'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique. S'il y a eu des loyaux qui sont partis des États-Unis pour rester dans une monarchie constitutionnelle qui restait le long de la frontière canado-américaine, logiquement, l'hypothèse vaut aussi pour le contraire des gens qui ont été impliqués, qui voulaient vivre d'une république, puis finalement, ils n'ont pas pu, puis ils ont décidé d'y aller. Bon, ça, c'est une hypothèse que je suis en train de chercher, si j'ai pas encore toutes les preuves, mais dans ma famille, Louis-Renaud Blanchard va s'en aller aux États-Unis, va revenir, va être nommé juge de paix, mais à un moment donné, il veut pas porter allégeance à la couronne, il va perdre il garde ce petit côté patriote, il va perdre sa charge de juge,
Il va faire partie des gens qui vont créer certaines paroisses dans la région de Saint-Hyacinthe. Il va mourir en 1868 de mémoire. Et donc, c'est un monsieur qui va rester actif une grande partie de sa vie dans cette région-là. Son fils, Louis-Patrice, son fils aîné Louis, lui s'appelle Louis aussi. Louis-Patrice va être arpenteur, un des plus premiers arpenteurs, Quand même. et son autre fils, Hilaire, va être va être notaire à Saint-Hyacinthe, puis il va être coroner également. Donc, il y a quand même une famille. Moi, c'est par ses autres fils qui est mon ancêtre. Donc, et c'est des agriculteurs, une famille d'agriculteurs, famille de professionnels qui vont être là. Sauf que il n'y a pas de trace d'aucune façon de ces gens-là à Saint-Hyacinthe, ce qui est assez étonnant. Ouais, ça, c'est triste, en fait. C'est le pouvoir des gens en place, parce que c'est les descendants de Jean de Sauve, la Framboise et compagnie qui gardent le pouvoir là-bas. Là, juste parler un peu, quand il est allé, pendant un bout de temps, tu dis que ta grand-mère était née à Laval. À cette époque-là, quand on immigrait aux États-Unis, là, tu sais, on disait on allait dans une république, mais autant présentement un anglophone peut vivre en anglais à Montréal, autant à ce moment-là, à Laval, on peut vivre en français. Oui, oui, oui. Il y avait le Petit Canada. Je fais justement une conférence que je fais depuis quelques années là-dessus sur Jack Kerouac et le Petit Canada, parce que moi, j'ai un cousin de mon grand, des cousins du côté des Hoods qui sont à Lowell, puis etc. Puis du côté des Renaud Blanchard, des Blanchard, ma grand-mère s'appelait Blanchard. Elle est née à Lowell. Ses parents étaient de Saint-Hyacinthe. Mais à l'époque, il faut jamais oublier que le train aussi. Hein. Oui, le train se rendait là-bas. Quand on a commencé à avoir le train, et ça, c'est intéressant. Fait qu'ils sont allés à Lowell. Puis ils restaient dans le Petit Canada. C'est que Lowell, c'est une ville qui a été créée par un monsieur Lowell. C'est une ville industrielle. Et tu avais des immigrants irlandais. On le voit dans le film Louis Cyr, là, que Louis Cyr se bat avec des Irlandais à un moment donné. Donc, quartier irlandais, quartier grec, quartier le Petit Canada. Et oui, jusqu'au milieu des années 1900, les gens vont pouvoir vivre en français dans le Petit Canada. Les gens, il y avait des Petits Canada un peu partout en Nouvelle-Angleterre. Hein. C'est intéressant de voir ça. Puis il y a encore beaucoup de gens qui parlent français dans ces régions-là. Donc, il y a présentement, si jamais ça intéresse vos auditrices et auditeurs, mon Dieu, comment il s'appelait? Le père Santerre, Richard Santerre, qui a fait tout un registre des francophones. Il a travaillé pour l'université Harvard. Puis il a fait un registre sur les francophones qui ont immigré aux États-Unis. Ça, peut être intéressant. C'est intéressant, effectivement. J'ai un de ses livres, là, de ce monsieur-là. Et c'est intéressant de voir comment il y a des liens qui vont se créer pendant plusieurs années, même aujourd'hui. Intéressant. On invite d'ailleurs nos auditeurs à aller voir notre émission avec Timothée Beaulieu sur le fait franco-américain et avec Jesse. Réal, on te remercie énormément d'avoir partagé tes connaissances avec nous. On a vraiment effleuré là, le sujet des patriotes, là, puis on espère te rencontrer à nouveau. Plonger un petit peu plus en détail là, dans diverses époques des patriotes. Tu es auteur de plusieurs ouvrages. Si on veut te lire, qu'est-ce que tu nous conseilles puis comment est-ce qu'on se le procure? Bon, j'ai 3 livres publiés aux éditions de la francophonie. Il y en a un qui c'est un roman qui s'appelle La table, l'insaisissable peuple québécois. Ça, c'est histoire et humour. Ça, c'est mon petit côté. Hein, on est québécois à l'humour. Avec mon prénom, mon petit côté givré. J'ai le petit côté, hein, si on peut dire. Ça, été publié en 2015 aux éditions de la francophonie. J'ai aussi le livre ici, L'improbable victoire des patriotes en 1837. Le sous-titre peut intéresser des gens. C'est Clans familiaux, alliances politiques et pouvoir féodal en 1830 et 1837 dans la vallée du Richelieu. La page couverture est tirée d'une peinture de l'époque. Et ça, c'est publié aux éditions de la francophonie. Je raconte les clans familiaux et politiques qui ont été aux alentours de cette époque-là, en 1830-1837. Ça rejoint un peu ce que nous avons discuté aujourd'hui. N'importe qui vient de la Rive-Sud et qui fait de la généalogie, là, va trouver ça vraiment... Oui, ça peut être intéressant. L'autre, c'est mon tout dernier livre qui vient d'être publié aux éditions de la francophonie. C'est Le réflexe féodal. Et le sous-titre, c'est Concentration et transmission du pouvoir au Canada français
Ça, c'est, moi, l'hypothèse que j'avais pour l'époque des Patriotes, c'était que les clans familiaux et politiques avaient une grande importance. Et pour moi, ça m'apparaissait avéré. Mais je me suis dit, après, quand on a créé le Canada, bon, à l'époque, les Patriotes, on était un système féodal. Là, on termine, ça se termine en 1854, l'univers féodal, mais on crée le Canada. Moi, l'hypothèse que j'ai émise au départ, c'est que je pense pas qu'on a changé la façon de faire immédiatement, qu'il y a eu des clans qui ont particulièrement prospéré à l'époque du Canada, et dont des membres sont devenus premiers ministres du Québec, premier ministre du Canada, gouverneur général du Canada, lieutenant-gouverneur du Québec, entre autres. Et c'est un peu ma recherche, c'est 25 ans de travail dans les archives. C'est un livre de 607 pages. J'ai pris l'essentiel parce que j'aurais pu faire un livre de 2000 pages, mais On touche jamais à tout. je cite des textes originaux, je cite aussi des gens qui ont publié sur ces sujets-là. Ma méthode de travail, c'est que je pars d'abord de textes qui ont existé, de textes issus des archives. Je trouve ça important. Donc, moi, je parle des clans familiaux et politiques, les alliances, qui est marié avec qui est le parrain de l'autre, qui est qui est présent. Des fois, dans un mariage, c'est marqué dans les témoins, parce que Ouais. faut jamais oublier qu'au Québec, jusqu'en 1921, si tu étais témoin d'un mariage, tu avais écrit ton nom, on demandait de signer le document. Ça, c'est extraordinaire comme preuve. Fait que des fois, tu vois dans la signature, et il nomme un nom, et ami de l'époux. Ben là, quand tu dis ami de l'époux, que tu cites, c'est que ça devait être vrai. OK? Et donc, et moi, je travaille avec ça. Moi, je voulais savoir de quel clan familiaux et politiques étaient issus les premiers ministres, notamment du Québec. Et il y a des découvertes assez frappantes que j'ai faites, notamment avec le clan Mercier, Gouin, Fauteux, le clan Tachereau. Tous des endroits les qu'on bouchers de connaît à Boucherville. Montréal. Ouais, exactement. Mais partout, le Tachereau, il Ouais, y a partout au beaucoup Québec. dans votre coin avec la Oui, 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 on a un Pocatière et pont. compagnie. Il y a plusieurs familles de la région qui ont été impliquées là-dedans aussi. Donc, si jamais ça intéresse les gens, ils peuvent être commandés en librairie. Mon tout dernier livre, il est disponible dans quelques librairies en stock. Sinon, ils peuvent être commandés. Je vais être également... C'est-tu disponible en version digitale aussi? Non, celui-là, c'est un choix que nous avons fait de le faire un livre. On veut Un qu'il livre devienne papier, ça reste oui. dans le temps. C'est comme un livre de Vraiment. référence. C'est comme Ouais. parce que là, les gens il y a des tableaux, ils vont voir l'aspect généalogique. Peut-être Ouais. qu'ils vont être en lien avec ces gens-là aussi. C'est intéressant pour les personnes de l'avoir comme livre de référence. C'est un choix que j'ai fait. Je vais vous dire, comme auteur, c'est plus rentable de faire des livres papier que des livres numériques. On voit pas souvent la couleur de l'argent pour les livres numériques. Là, je vais être Ah, franc. j'ai aucune idée. OK. Mais je vous dirais que ce qui est important, c'est que ça devient un livre de référence. Les gens ils peuvent le consulter. Ouais, c'est un peu l'objectif là, quand on Oui, écrit. oui. Fait qu'on se le procure à n'importe quelle librairie ou... Librairie indépendante, je sais que il est disponible à Shippagan, il est disponible à Ottawa, à Gatineau, à Longueuil, Saint-Lambert, en stock. Il va être là dans le Salon du livre d'Edmundston, 5-6 avril, je vais être présent. Je vais être présent la semaine prochaine à Gatineau, au Salon du livre d'Outaouais. Il peut être commandé par votre librairie préférée. Il est en stock partout. Ben, pas en stock, mais je veux dire, il peut être commandé Il est en partout. commande. Il peut être commandé partout. Donc, c'est sûr. Ça peut être commandé par votre bibliothèque municipale aussi. Ah, ben oui, c'est Alors, je intéressant. dis aux gens, si les gens, Mm. parce que c'est un livre quand même qui C'est un est, bel ouvrage à avoir en bibliothèque, ça. oui, et moi, je vous dirais que ça peut permettre à plusieurs personnes de le lire également. Vous pouvez le faire commander par votre bibliothèque municipale. Moi, je crois beaucoup à la diffusion du savoir. C'est pas juste une question d'argent, c'est une question de Mm. diffusion du savoir. Sinon, on peut te voir en conférence. En conférence régulièrement un peu partout. J'en fais depuis 2011 des conférences. Je fais des conférences avec l'Université du troisième âge affiliée à l'Université de Sherbrooke. Vous pouvez aller voir ça dans les catalogues de l'Université du troisième âge. On appelle ça l'UTA. Certaines de mes conférences sont dans le catalogue du réseau Biblio, des bibliothèques municipales. Vous
pouvez me faire venir par votre bibliothèque municipale. Je vais en faire quelques-unes durant l'année. Les sociétés d'histoire, les sociétés de généalogie m'invitent à l'occasion pour des conférences. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à ce que je vienne, il y a sur mon site web, realwood.com, vous pouvez voir les titres de conférences passées. Et s'il y a un sujet qui intéresse les gens dans une région, ben, ça me fait plaisir de m'entendre et de me déplacer. Je me déplace assez facilement. Parfait, merci. Donc, si vous êtes une société d'histoire ou de généalogie, vous voulez avoir une conférence avec Réal, ben, on vous invite à communiquer avec lui. On mettra les coordonnées en commentaire. Réal, encore une fois, merci beaucoup pour ta générosité. On se rencontre, moi et Yann, là, en conclusion de cette entrevue. Ben, merci beaucoup pour votre accueil. Merci, c'était super intéressant. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Venez écouter, mes chers copains, des légendes et des contes s'enivrent, trésors cachés dans les cœurs. Moi, ce qui me fascine, hein, Yann, dans tout ça, c'est le lien qui unit tous nos sujets. Hein. On parle de patriotes, mais bon, il y a eu des Acadiens qui ont été patriotes aussi. On a parlé des trains, hein, puis bon, je pense qu'il y a eu un certain lien avec tout ça dans l'histoire des patriotes, puis de l'exil aux États-Unis avec Camden. Il y a vraiment un lien. On parle, c'est ça. Tu sais, tout est dans tout. Là. Quand on parle de l'histoire des patriotes, ben on parle de notre peuple. Puis ben, quand on parle de notre peuple, ben on parle aussi de toutes ces affaires-là. Tout est interrelié. On peut pas parler des patriotes sans parler du train parce que ça a été utilisé, mais le train, c'est comme une facette qu'on a explorée de notre histoire. Là, on a des longues entrevues par rapport à ça. Les Acadiens qui sont nos ancêtres. Ont participé autant aux rébellions que les Irlandais, les Anglais et les Canadiens. Là. Tout est interrelié. Puis, tu sais, des fois, ça pourrait être le fun de voir de mettre nos différents intervenants en contact dans une discussion, justement, tellement tout c'est relié, puis qui ont des connaissances complémentaires. C'est ça notre histoire. Puis c'est quelque chose qui est quand on le dit tout le temps, on ne peut pas tout couvrir, là, mais tout est relié. Oui. Parlant de notre histoire, hein, encore une fois, si vous êtes intéressé à venir nous raconter notre histoire, une partie de notre histoire, que ce soit les filles du roi, que ce soit, on en a parlé, les Irlandais, ça pourrait être aussi les Allemands, où il y a plein les coureurs. Des anecdotes intéressantes sur vos ancêtres ou des cas particuliers en généalogie. N'importe quoi lié à ça. Si vous trouvez ça intéressant, on va trouver ça intéressant. Puis si on semble collectivement trouver ça intéressant, je suis sûr que d'autres gens vont trouver ça intéressant. Tout à fait. Si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou encore mieux, en partageant. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Une excellente fin de journée à toi, Yann. Merci. Bonne journée à tous. Merci d'être à l'écoute. Bonne journée, Eric. De Québec à Trois-Rivières, voyons cet héritage qu'on porte en nous. Écoutez nos histoires riches de vive voix. Des braves voyageurs en terre de bois. Ensemble au présent, guidés par le passé. D'en parlons ancêtres où tout a commencé. Famille, c'est plus qu'un nom gravé, c'est des rêves et des vies entrelacées. Des voyages et des terres vierges, nos ancêtres sont notre allégeance. Notre verge, écoutez nos histoires riches de vive voix. Des braves voyageurs en terre de bois. Ensemble au présent, guidés par le passé, d'en parlons-en.